Colette Nice-Mazur. Ah, je tiens aux deux. Hein. Tiens les deux, oui. Ah oui, parce que Nice, bon, c'est le nom de l'homme avec qui je vis depuis plus de 40 ans, mais c'est un nom tout court. Tandis que Mazur, le nom de mon père est mort à 30 ans. Oui, il n'a pas eu le temps d'avoir sa vie, donc j'aime bien garder les deux. Je trouve que... Faire vivre son nom à lui aussi. Oui, surtout que j'ai un frère, mais qui est moine, donc il n'a pas d'enfant. Alors si le nom disparaîtrait. Donc c'est pour ça que je garde les deux. Autrement, je ne veux pas du tout la religion des noms doubles, hein, j'aime pas ça. Mais... Non, Françoise, disons le roi. Oui, elle, je ne sais pas pourquoi. Mais tu sais que souvent on nous confond. On dit Françoise Nice-Mazur et Colette Lison-Leroy. Voilà. Alors on est à Tournai, on n'a pas quitté Tournai, avec la dame que je viens d'évoquer maintenant, qui est aussi une poétesse de talent, Françoise Lison-Leroy. Et Tournai, c'est un creuset, une activité tout de même éditoriale, Unimuse, pas loin de Valenciennes, qui était notre centre spirituel, intellectuel du Moyen-Âge. Oui. Hein, c'est de là que viennent les grands rhétoriqueurs, par exemple. Et Froissart. Oui, et Froissart. Le centre Froissart existe toujours. Il y a le groupe L aussi. Il y a le Mont-Saint-Aubert avec la Ducasse aux poètes. Bon, il y a beaucoup de choses. Je sais que vous n'aimez pas, Colette, le terme poétesse, par exemple. Pas du tout. Parce que ça fait penser à traîtresse, à pécheresse. Oui, c'est un suffixe odieux. Odieux, ES, oui. Donc je dis la poète. La poète, oui, la poète. Et l'auteur, vous dites aussi? Oui. Et vous dites aussi l'écrivaine? Oui, sauf que c'est très musical. On parlera des femmes, justement, de la revendication des femmes, ne serait-ce qu'à travers l'orthographe de certaines professions. Alors, ne quittons pas Tournai. Tournai, c'est important. Vous êtes enraciné à Tournai, vous vivez à Tournai. Mes deux familles sont originaires de Tournai. Et puis je suis née à Wavre. Et je suis revenue à la mort de mes parents, donc j'avais 7 ans. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce lieu. J'aime l'escaut, j'aime les vallonnements doux, comme des coups d'épaule contre le ciel. Est-ce que vous retrouvez toujours, quand vous revenez, c'est l'escaut? Ah oui. Hein, quand je rentre... D'un poème à l'autre, on voit, on oui, quitte. J'aime beaucoup. Hein? Je trouve qu'une ville qui est fendue par un fleuve, d'abord elle a des rives, c'est facile, hein, je suis de la rive gauche, je suis de la rive droite, et elle a une ouverture. C'est pas une ville qui se referme sur elle-même, c'est une ville qui vient de quelque part et qui va ailleurs. Brognier relève notamment qu'il y a 2 éléments essentiels dans votre poésie. L'une qui est une célébration de la vie et de la force d'amour qui la traverse, et l'autre c'est la foi. La foi. Jusqu'à dire qu'elle est chrétienne aussi, la foi. Et alors, il y a une phrase clé qui revient, qui est celle d'Héraclite d'Éphèse. Sans l'espérance, vous ne rencontrerez jamais l'inespéré. J'aimerais un peu qu'on développe à la fois ces 2 éléments essentiels et peut-être cette citation, cet exergue en quelque sorte d'Héraclite. Mais, tout à l'heure, j'évoquais la mort de mes parents. Ça, c'est une expérience fondatrice. Le fait d'un instant à l'autre que tout bascule, que ceux sur qui on s'appuyait tout naturellement, mais pas seulement les personnes, mais les lieux, puisque du jour au lendemain, je n'ai plus vu, il n'y avait plus un paysage pareil, plus rien, plus un visage et plus un paysage identique. C'est un choc radical, alors où on devient fou, où on y puise une confiance infinie dans les ressources et des personnes et de soi-même aussi, parce qu'on se rend compte qu'on est moins fragile qu'on ne croit. On est très exposé, mais qu'il y a en chaque être des ressources. Bon, mon petit frère, ma petite sœur et moi, on n'en est pas morts. Hein. On a rencontré la mort très tôt, mais on a pu tenir droit, et on a été épaulés par des gens qui nous ont aimés pour rien, vraiment pour rien. Alors ça donne une confiance dans la capacité d'établir des relations gratuites avec Sans les quoi autres. Vous n'espériez pas cela. Ben oui, c'était tout à fait... Inespéré, c'est cela, quoi. Oui. La confiance que j'ai dans l'inespéré, elle vient certainement de là. Mais le mot inespéré me plaît beaucoup parce que c'est à la fois ce qu'on n'espérait plus, mais ce qu'on ne pouvait même pas imaginer. L'inespéré, c'est ce qui était inconcevable et qui se révèle au fur et à mesure qu'on avance. Donc il y a dans le fait d'avancer dans le noir la possibilité de découvrir des clartés qu'on ne pouvait pas imaginer. Présupposer. Oui, pas pressentir. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Mais Colette, si je vous suis bien, il peut y avoir un synonyme d'inespéré, c'est peut-être en termes de parole, l'indicible peut-être, ce qu'on ne sait pas dire, donc c'est pas nommé non plus, l'innommé peut-être. L'innommé, oui. Dans l'indicible, c'est curieux parce que
Je sors d'une série de 25 livres à peu près autour du goulag, des camps de concentration, etc. Oui. Et notamment, j'ai relu le très grand livre de Robert Antelme sur l'espèce humaine et celui de Saint-Brun sur l'écriture ou la vie. Et justement, ils refusent l'indicible. Hein. Ils disent l'invivable, oui, mais pas l'indicible. Tout peut être dit d'une certaine façon. Donc c'est un mot qui me fait un peu peur, moi, le mot indicible. Parfois, ça me paraît comme une lâcheté, comme si on disait « Ah oui, c'est indicible, donc je ne fais pas d'effort pour le dire. » Et peut-être aussi... Alors ça, c'est ce vers quoi tend le poète ou la poétesse, c'est tendre vers à dire les choses qui ne sont pas dites. Oui, à les nommer, à trouver le mot juste. Oui, c'est tenter de à la fois déceler l'invisible sous le visible, donc des formes d'invisible qui nous échappent mais qui existent en dessous du visible. Et donc oui, en dessous de l'indicible, il y a un indicible plus difficile, plus délicat, mais fort, violent. Alors, pour en revenir à la question, j'ai été élevée, c'est vrai, dans une famille profondément croyante, mais vraiment croyante. Hein. Ce n'étaient pas des gens ni bigots. Ils étaient pratiquants, mais ce n'étaient pas du tout des gens bornés, pas du tout. C'était vraiment des gens généreux. C'était des familles très nombreuses. Chez maman, il y avait 11 enfants, donc ça veut dire des tribus, avec tout ce que ça veut dire, médecins de campagne. Enfin, mais des gens vraiment croyants, pas des faiseurs, pas des hypocrites. Enfin, la preuve, prendre quand même 3 petits comme ça, sans savoir, en plus des siens, c'est quand même très généreux. Donc, j'ai eu une vision de la foi, de l'espérance et de l'amour qui n'était pas du tout confite en dévotion. Et je ne vais pas dire que j'ai la foi. Ce n'est pas un objet qu'on a, qu'on perd, qu'on repère, qu'on retrouve. Mais j'essaie de croire jour après jour, oui. Vous avez la ferveur, au moins. La ferveur, oui. La conviction aussi. L'intime conviction, avec des passages à vide. Hein. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas idéaliser. Hein. Oui, alors qu'on croit que tout est fini, pas du tout. Hein. Jamais, quoi. En fait. Jamais. C'est ça, peut-être, l'espérance. C'est que rien n'est jamais fini. C'est ça, oui. Cette conviction que sans cesse la vie renaît de la mort. Et vous n'épargnez non plus une phrase comme « le très haut n'est pas séparable du très bas ». Oui, ça Au contraire, je veux dire... Je suis intimement convaincue que la chair et l'âme, que la mystique... La célébration du quotidien que vous faites, bon, ça peut être le très bas, les tâches les plus ingrates que nous ayons à faire. Mais je crois qu'une femme qui accouche, elle prend conscience justement qu'elle fait un enfant, qu'elle fait de la vie, mais au milieu de toutes les sanies, quand on met un enfant au monde, c'est pas propre, hein. C'est plein de sang, c'est plein de merde, mais c'est la vie, quoi. Et quand on meurt, c'est pas beau à voir, hein. Mais moi, j'aime bien ça. Alors, cette célébration du quotidien qui a été votre livre à succès, hein, oui. On peut dire, oui, c'est ce par quoi vous avez été plus connu, sans doute. Hein. En même temps, bon, c'est vrai que ça m'a fait plaisir, mais ça m'a un peu attristée pour la poésie. Je me suis dit, comme c'est curieux. Pour moi, c'est un livre qui est exactement de la même facture que les autres. Oui. Alors pourquoi tout à coup ça rencontre des milliers de lecteurs Parce qu'il y avait une prose, peut-être. Oui, mais c'est quand même... Peut-être c'est une autre construction, on ne sait pas. Oui, mais je crois que la poésie appartient à tous et qu'elle est pour tous, et que c'est pas... Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait se laisser passer de la prose. Donc, il y a une certaine tristesse à l'égard de la poésie pure. Oui. Que tant de poètes n'aient pas cette reconnaissance parce qu'il n'y a pas eu une prose porteuse. Donc, c'est à la fois un bonheur, mais en même temps, ça m'attriste un peu pour la poésie nue. Qui n'empêche pas cette célébration du quotidien de célébrer le spirituel à travers tout cela. C'est les deux. C'est les deux. Liés. Je pensais à un livre comme celui de Saviskaya, Envie. Vous vous souvenez de celui-là? Très beau livre. Hein, très beau livre avec les tâches. C'est très très beau. Même éplucher des pommes de terre devient un acte extraordinaire. C'est pour ça que ça me fait tuer rire quand on parle d'écriture féminine. Si on lit ce livre-là de Saviskaya, ou si on lit des pages de Delerme, elles pourraient être écrites par des femmes, ça n'a pas de sens. Hein. Moi, je crois que l'écrivain a un sexe, mais l'écriture n'a pas de sexe. Pas de sexe. C'est pas ce que disent d'autres femmes, hein, parfois. Enfin. C'est ce que je vis. J'ai vu une belle phrase chez vous, là. Je tâtonne et balbutie, je béquille vers vous. Inventer le terme béquiller, en fait, c'est bien. C'est audacieux, c'est on a dû me recasser une jambe, hein, et j'ai vécu longtemps avec des béquilles. Je sais de quoi je parle. Hein. Quand je suis retournée à Paris avec mes béquilles dans les métros, les portes battantes, je sais ce que c'est.
finalement, beaucoup de nos inventions sont ancrées dans une expérience. Hein. Alors, votre lexique, c'est quoi? Le lexique. Quels sont vos mots, en fait? Est-ce que vous avez des mots privilégiés? Je posais la question à Jacques Izoard aussi. J'aime bien le mot ombre, pénombre, ténèbres, obscurité. Et j'aime bien les mots solaire, abandon, don, pardon. Tous les mots comme paysage, pays, arrière-pays, lointain, comme il y a dans les tableaux des Italiens. Je n'ai pas du tout pensé à ça. Tout ce qui tient aussi au mot visage, avec tous ces signifiants aussi, le mot âge, le mot passage, tout ce travail du temps. Moi j'aime beaucoup le travail du temps. Je ne suis pas du tout une inconditionnelle de la jeunesse. Je suis extrêmement touchée par le travail du temps sur les êtres, sur les choses. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Je suis très allergique, par exemple, aux mannequins lisses ou très très maigres, quoi. Ça manque de corps dans tous les sens du mot. J'aime que les choses portent trace de leur vie. Et donc un texte, quand je l'écris, j'essaie qu'il soit fait de beaucoup d'autres textes, qu'il y ait une densité de strates. Un texte, je l'écris 10 fois, 20 fois. Quand on écrit, on prend son bien partout, on fait son miel de tout. Donc je suis toujours aux aguets, je vois des silhouettes qui passent, j'entends des confidences, ou alors je surprends dans les trains des bouts de conversation, et tout ça, tout fait farine au moulin. Et vous êtes à la fois l'ombrageuse peut-être, il y a un petit peu, et la fruitée, et l'orante, la résistante. En fait, D'accord. vous dites que écrire, c'est s'exposer. Donc, c'est vrai. S'exposer à la fois aux coups et blessures, mais aussi aux caresses et au regard attentif, oui. Ou critique. Critique, bien sûr. C'est aussi partager, écrire. Écrire, c'est partager. Oui, c'est dans la même ligne, je trouve, que le travail d'enseignant. C'est à la fois donner et recevoir. Oui, l'enseignant qui est à la fois l'acteur sur son estrade et... Oui. Mais qui reçoit autant de ses élèves qu'il leur donne. Voilà, oui. Là, vous dites aussi la vie est modestie et intrépidité. Alors, on avait l'impression que, l'enracinement tournait, et puis tout à coup, vous partez à la découverte du monde. Ah oui, j'aime bien voyager, j'aime beaucoup bouger. Je suis à la fois très très attachée à mon lieu, mais très inquiète de me cantonner, d'être limitée par des œillères, par exemple. Et je suis frappée par le bénéfice que l'on retire d'un changement de point de vue. Qu'il soit minuscule, changer de pièce dans une maison ou de place à table, ou qu'il soit majuscule, aller au bout du monde et courir tous les risques. Oui, prendre le chemin de fer. Ah oui, ça fait beaucoup dans les chemins de fer. Les chemins de fer, on dit les chemins de fer, voilà. Parce qu'il y a effectivement battement d'ailes. Oui, battement d'ailes, par J'ai exemple. été très heureuse de la proposition de la SNCF. Qu'est-ce qu'il a fait comme proposition? Rappelez-nous un peu. Eh bien, j'ai reçu un coup de téléphone, tout bêtement, me disant, je crois que... Enfin, c'était la responsable culturelle qui m'a dit, je crois que vous aimez les chemins de fer. Est-ce que ça vous intéresserait de participer à un projet commun avec 2 musiciennes, une photographe, et de produire un coffret pour fêter les cheminotes en l'an 2000. Et j'ai dit oui. Mais ça, c'est un peu... Je dis oui, et alors après, je prends les moyens d'honorer ma promesse. Et donc, j'ai observé, j'ai changé de projet en cours de route. Je ne savais absolument pas si j'allais écrire des poèmes, un roman, des nouvelles, mais j'ai été tellement séduite, mais vraiment séduite, par toutes ces personnalités qui se donnaient à entendre et à voir, puisque j'ai été en locomotive, j'ai contrôlé un train, j'ai été en découché dans un foyer de cheminots, des choses comme ça. Donc pendant 1 année, j'ai partagé la vie des cheminotes, à mi-temps, puisque j'enseignais encore à mi-temps, et je ne savais pas où j'allais. Et puis j'ai laissé tout ça germer, et ça a produit battement d'ailes. Est-ce que vous pensiez à Sandrard et à son Transsibérien? Oui, parce que j'ai lu énormément autour de ça. J'ai lu aussi bien des essais sur la condition de la femme dans les chemins de fer, ce qui est toute une aventure, que des poèmes. Oui, j'ai relu Apollinaire aussi. Crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus.